C'est une histoire tout à fait singulière, puisque c'est à la fois mon premier livre et mon dernier texte. Alors c'est mon premier livre, puisqu'il s'agit d'un ouvrage de jeunesse, en l'occurrence d'un recueil d'aphorismes que j'ai commencé à l'âge de 26 ans, terminé, j'imagine, à 28 ans, que j'avais à l'époque, donc il y a 30 ans, essayé de publier comme il se doit. Quand on écrit, c'est pour être lu, sauf que les éditeurs, dans une belle unanimité, du moins pour les 3 ou 4 éditeurs auxquels j'avais envoyé le manuscrit, l'ont refusé. La plupart d'ailleurs avec une lettre circulaire disant simplement que ça n'entrait pas dans leur collection. Le seul qui m'ait fait une réponse, une vraie réponse, c'était Roland Jacquard, qui dirigeait une collection aux presses, enfin qui dirige toujours d'ailleurs une collection aux presses universitaires de France, qui m'avait dit, écoutez, effectivement, c'est un ouvrage de jeunesse, donc il y a éventuellement des maladresses, mais il y a quelque chose de singulier, de touchant, de fort dans ce manuscrit, m'avait-il dit. Je vais essayer de le faire publier dans ma collection aux presses universitaires de France. Mais m'avait-il prévenu, je n'y crois pas trop parce que, me disait-il, les aphorismes, ça ne se vend que lorsque l'auteur est déjà célèbre et de préférence mort. J'avais répondu que mort, ça viendrait tôt ou tard. Mais vous êtes célèbre, c'est déjà pas mal. Voilà, mais toujours est-il donc que les PUF, constatant que j'étais ni mort ni célèbre, dans leur grand bon sens, l'ont donc finalement refusé. Et Roland Jacquard m'avait prévenu par téléphone, à l'époque je ne le connaissais pas du tout, m'avait dit, ben voilà, les PUF le refusent, mais c'est pas grave, m'avait-il dit, on le publiera lorsque vous serez célèbre. Je ne sais pas si je suis célèbre, mais c'est vrai qu'au moins depuis le succès du petit traité des grandes vertus, j'ai au moins une certaine notoriété, ce qui fait que depuis 1995, la publication du petit traité, Roland Jacquard, qui est devenu entre-temps un ami, m'appelle à peu près une fois par an pour me dire « Alors, quand est-ce qu'on sort ton recueil d'aphorismes ?» Et j'avais différé parce que j'étais occupé à d'autres choses. Au début, je lui ai dit « Écoute, on le publiera dans 20 ans. » Comme ça, je ferai une préface que j'appellerai 20 ans après, ce qui était un clin d'œil au chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, qui pour moi est peut-être le livre le plus important, non pas en soi, il y a de plus grands chefs-d'œuvre, mais celui qui m'a le plus marqué en profondeur. En fait, le temps a passé, et donc c'est pas 20 ans, c'est 30 ans, c'est pourquoi la préface s'appelle 30 ans après. Clin d'œil à Alexandre Dumas, mais que du coup tout le monde ne peut ne pas percevoir. Donc ça, c'est l'aspect premier livre. Pourquoi dernier texte? Parce que justement, j'ai fait une longue préface qui représente, je pense, en nombre de signes, à peu près 1/5 de l'ensemble. 50 pages à peu près, oui. Oui, que je viens d'écrire, évidemment, c'est cette postface, qui est donc mon texte le plus récent, et dans préface dans laquelle je fais une espèce de bilan du chemin parcouru depuis 30 ans, c'est-à-dire que je me retourne à la fois sur le jeune homme, le jeune philosophe que j'étais il y a 30 ans, et puis sur l'homme mûr, pour ne pas dire un plus, que je suis devenu entre-temps. Oui, mais en même temps, cette partie-là, la préface, à mon avis, est tout à fait essentielle pour comprendre aussi peut-être la démarche postérieure de ce que vous avez écrit après. Et il y a quelque chose qui est un filigrane aussi, vous l'avez déjà écrit dans d'autres textes avant, c'est cette espèce de, je ne sais pas si c'est la peur, les mots qui définissent, mais la hantise peut-être de la vieillesse. Est-ce que je me trompe? Non, je n'ai pas de hantise. J'en ai d'ailleurs jamais eu, je crois. Simplement, je préfère la jeunesse. Mais voilà, c'est évident, c'est évident. Ça me paraît légitime. Oui, c'est évident, mais certains de mes amis font mine, finalement, de considérer que non, vieillir, c'est formidable. Eh bien, moi, je vais vous dire, vieillir, je préférerais pas. Mais on vieillit quand même. On vieillit quand même, et c'est pourquoi, effectivement, moi, j'attache de l'importance à cette préface, parce qu'il est bon, de temps en temps, de se retourner en arrière ou de regarder dans le rétroviseur, comme on dit, pour mesurer le chemin parcouru, son éventuelle cohérence. En l'occurrence, je crois qu'il y a une cohérence dans cette évolution, et malgré tout, les changements. Et donc, moi, il m'apportait de faire ce bilan très au-delà de la mi-parcours. Oui, les bilans, mais en même temps, il y a quelque chose, on va revenir aussi tout à l'heure. J'ai l'impression que dès le départ, très tôt, vous aviez envie d'écrire, mais vous ne saviez pas forcément quoi. Oui, alors très très tôt, j'avais envie d'écrire des romans, comme tout le monde, si j'ose dire, parce que quand on est très jeune, je sais pas moi, je crois que j'ai dû vouloir être écrivain à l'époque. Je devais avoir 11-12 ans, si vous voulez. Donc évidemment, à 11-12 ans, on ne lit pas de philosophe, on lit des romans. J'ai donc d'abord voulu être
romancier assez banalement, et c'est simplement du jour où j'ai découvert la philosophie, c'est-à-dire essentiellement en terminale, que j'ai gardé ce désir d'être écrivain, mais que finalement il m'a paru plus intéressant de faire de la philosophie que d'inventer des histoires. Alors ce rêve d'écrire, oui, effectivement, il est très, très ancien. Et puis quand il a fallu se mettre au travail, puisque là donc j'ai 26 ans à l'époque, ça veut dire que j'ai passé l'agrégation de philosophie 3 ans plus tôt, je suis jeune professeur de philosophie, nord de la France. Oui, à Landrecies, une petite ville du nord de la France. Je voulais écrire, il était temps de m'y mettre. Simplement, pour dire quoi ? Parce qu'en vérité, à l'époque, je n'avais pas de philosophie constituée. Si bien que j'ai acheté un cahier, j'ai commencé à noter les pensées telles qu'elles me venaient, finalement moins pour exposer ce que je pensais que pour le découvrir. Moins pour exposer une philosophie déjà constituée que pour essayer d'en inventer une. Et c'est pourquoi dans la préface, je parle d'une philosophie à l'état naissant. Et je crois qu'au fond, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, vous savez, souvent on demande à un ami, qu'est-ce que tu en penses ? Et l'ami, en gros, il sait ce qu'il en pense. Mais sauf que quand on a 26 ans, et surtout en philosophie, qui est une discipline qui demande beaucoup de travail, de réflexion, de maturité, quand je me demandais à moi-même qu'est-ce que tu en penses, le plus souvent, je n'en savais rien moi-même. Et donc, il fallait inventer une réponse à cette question, qu'est-ce que tu en penses ? Et au fond, c'est peut-être la meilleure définition de l'activité philosophante en acte. Oui, et l'acte aussi, mais aussi l'acte d'écrire est important. Et l'acte aussi de pouvoir transmettre, vous disiez que vous étiez professeur, et pour vous, être accessible dès le départ, ça a été, j'ai l'impression, quelque chose de tout à fait important. Et on les voit à travers les textes que vous avez écrits, ces aphorismes, à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression qu'être clair, vous parlez, c'est une question de respect. D'abord, une question de respect envers ceux qui lisent, et une question aussi de respect de soi, quelque part. Oui, c'est les deux. Parce qu'effectivement, être clair, c'est respecter le lecteur auquel on s'adresse. Mais sincèrement, quand j'écrivais ces aphorismes, mon propos n'était pas d'abord pédagogique. Ce n'est pas un livre de vulgarisation. C'est un livre très facile à lire parce que l'aphorisme est sans doute la forme la plus facile à lire. Parce que quand on fait des aphorismes, donc des textes très courts, entre quelques lignes et quelques pages. Mais il y a toujours la difficulté, c'est la simplicité, c'est toujours la difficulté. Ça oblige à éviter tout développement technique, toute référence, tout commentaire de texte. Donc, clarté, oui. Mais mon propos n'était pas d'abord pédagogique. C'était bien plus ambitieux que ça. C'est que les plus grands génies, me semblait-il, sont clairs. Au fond, je prenais modèle modestement sur Platon, sur Épicure, sur Descartes. C'est bien que ce n'était pas du tout une volonté pédagogique, il faut que le public me comprenne. C'était d'abord essayer de faire aussi bien que les plus grands, et spécialement ceux des plus grands qui étaient le plus chers à mon cœur, parce qu'il y a aussi de très grands auteurs qui sont très difficiles. Kant ou Hegel sont des génies incontestables, mais justement, ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Alors qu'à l'époque, non seulement toute l'université était prisonnière d'une germanophilie un peu exagérée, si bien que sorti effectivement de Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, il semblait qu'il n'y avait pas de salut. Mais en plus, l'intelligentsia elle-même, ou les philosophes contemporains de l'époque, s'étaient enfermés dans une conception tellement jargonnante, ésotérique et parfois, il faut bien le dire, sophistique de la philosophie, que plus personne n'y comprenait rien. Alors moi, quand j'étais rentré à Normal Sup, c'était en 72. Derrida venait de publier coup sur coup Glas et la carte postale. J'ai regardé Glas chez le libraire, j'étais effondré. C'était totalement inintelligible. Deleuze, pour qui j'avais la plus grande admiration en tant qu'historien de la philosophie, tout d'un coup publie l'Anti-Oedipe. Je regarde, ça me paraît, je le dis sans du tout de mépris pour Deleuze, qui est l'un de nos plus grands philosophes, mais ça m'a paru un livre, en gros, sophistique. Quant à Foucault, dont on parlait toujours, tout le monde parlait du livre Les mots et les choses, avec des sanglots d'émotion dans la voix. Moi, je l'ai acheté, bien sûr, comme tout le monde. J'en ai lu 150 pages. Et au bout de 150 pages, ça me paraissait très savant, très sérieux, beaucoup de travail, mais parfaitement ennuyeux et inutile. Bref, face à tous ces livres qui étaient les livres cultes de l'époque, et encore une fois de gens qui ont évidemment du talent, Deleuze, Derrida, Foucault, Althusser, qui fut mon maître et mon ami, c'est bien sûr des gens qui avaient du talent. Mais ma réaction spontanée
vis-à-vis de leur œuvre. Au fond, je pourrais la formuler en une phrase, celle que Pascal, dans les pensées, utilise vis-à-vis de Descartes et contre Descartes. Pascal résume ça en une phrase, Descartes, inutile et incertain. Eh bien, j'aurais pu dire aussi bien Derrida, inutile et incertain. Et comprenez-moi bien, Pascal était bien placé pour connaître le génie, et pour connaître et pour reconnaître le génie de Descartes. C'est pas du mépris, mais simplement, il constatait que ce que fait Descartes, ça ne pouvait pas lui servir, et ça n'avait aucun titre à prétendre à la certitude que Descartes revendiquait. Eh bien, moi, de même, quand je dis Derrida, inutile et incertain, Deleuze, inutile et incertain, etc., c'est pas du tout du mépris pour ces gens qui furent mes maîtres, pour beaucoup d'entre eux, et qui, encore une fois, avaient du talent, mais c'est une marque de distance vis-à-vis d'une certaine façon de philosopher. Bref, j'en avais marre de cette soi-disant modernité jargonnante et ésotérique. Je voulais philosopher à la façon des anciens, Socrate sur la place publique, Platon dans ses livres, Épicure dans ses lettres, et aussi bien Descartes, Nietzsche. Montaigne. Montaigne, mais que je n'ai pas encore vraiment, j'étais en train de le découvrir. Il viendra plus tard, mais Nietzsche, parce qu'au fond, quand on écrit des aphorismes, évidemment, et je terminerai par là, il y a un modèle évident, c'est Nietzsche, qui lui-même ne cessait de dire qu'il préférait ce qu'il appelait la belle clarté française, à cette philosophie allemande toujours trop jargonnante et absconse, la belle clarté française. Et bien voilà, j'ai voulu renouer avec ce que Nietzsche appelait la belle clarté française. C'était mon premier modèle, même si Dieu sait que je ne suis pas nietzschéen quant au fond, mais quand on écrit des aphorismes, la référence formelle, c'est évidemment Nietzsche d'abord, et puis il y en avait une deuxième, qui pour moi était à la fois plus secrète, plus intime et encore plus ambitieuse, c'était les pensées de Pascal. Et puis une troisième encore, qui était les fragments d'Épicure. Épicure n'a pas écrit des aphorismes, mais comme l'essentiel de son œuvre a disparu, on a gardé de son œuvre, au fond, que des fragments. Si bien que l'œuvre d'Épicure a ceci de commun avec les pensées de Pascal et avec les aphorismes de Nietzsche, c'est de se présenter de façon fragmentaire. Et voilà, donc j'ai voulu à la fois renouer avec cette belle clarté française, avec le style du fragment qui permet d'aller toujours tout droit à l'essentiel, sans perdre le temps avec les transitions, avec les références, etc. Et puis, si possible, avec une certaine beauté d'écriture, parce qu'en effet, mon idée, alors là, Montaigne, que j'étais en train de découvrir, me poussera beaucoup dans cette direction-là, Pascal, que je n'ai cessé de relire aussi. Mon idée, c'était en quelque sorte de réconcilier la philosophie et la littérature, non pas au sens de faire quelque chose qui serait un peu des deux, mais faire comme Montaigne et Pascal, quelque chose qui est à 100% de la littérature, à 100% de la philosophie.